Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire dédié au marketing responsable de l'envie à l'action. Que de programmes. Donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série qu'on fait avec Bartle, donc Burdeo et Bartle. On va se présenter après, faire un tour de table. Nous avons déjà réalisé un webinaire sur la supply chain, qui est facilement accessible sur nos sites internet. Et aujourd'hui, donc, le sujet est le marketing responsable. On va prendre les questions plutôt à la fin, donc n'hésitez pas à interagir pendant le webinaire, mais on les prendra du coup plutôt sur la fin. On est ensemble pendant 1 heure, donc il y aura à peu près, on va dire entre 45 et 50 minutes où on va vous présenter les enjeux et le métier de marketeur responsable, et ensuite 10 à 15 minutes de questions. Petit tour de table. Romain, vas-y, commence, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis Romain Benner, donc senior manager au sein du cabinet de conseil en management Bartle. Et j'accompagne les directions marketing dans leur transformation stratégique et opérationnelle. Et plus spécifiquement, dans le cadre de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, j'accompagne les marques dans l'incarnation des promesses et des pratiques responsables au cœur de leur réflexion stratégique et puis des offres qu'ils peuvent proposer. Voilà. Clémence, je te laisse prendre la suite. Bonjour à tous. Moi, j'ai passé 20 ans en marketing opérationnel dans la grande consommation et beaucoup dans l'agroalimentaire. Si je peux vous aider à voir comment on peut se lancer quand on est marketeur, parce qu'on ne sait pas toujours bien appréhender ces sujets en lien avec le développement durable ou avec globalement la sustainability. Donc voilà, c'est pour ça que je veux vous partager mon expérience en tant que marketeuse. Et après ces 20 ans de marketing, j'ai fait 7 ans de conseil pour accompagner les entreprises justement sur ce thème de comment intégrer les enjeux de responsabilité dans leur stratégie et notamment dans le marketing. Et aujourd'hui, j'interviens en tant que côté industriel, puisque depuis 3 mois, je suis retournée en entreprise. Et donc, je m'occupe au sein d'une entreprise qui s'appelle Colart, qui est le leader mondial des beaux-arts et qui est récemment qui a rejoint la communauté des B Corp, donc aussi une entreprise engagée. Et donc, je m'occupe des marques Lefranc-Bourgeois, qui font de la peinture pour les artistes, ou encore de Comté à Paris, qui fait des crayons aussi pour les artistes. Merci Romain, Clémence. Donc, je me présente, Héloïse, directrice communication et RSE chez Burdeo. Donc, Burdeo, c'est un cabinet de recrutement et de conseil RH spécialisé sur les métiers du développement durable. C'est pourquoi on fait le webinaire aujourd'hui. Romain, je te laisse prendre la suite. Alors, on va vous proposer une petite mise en contexte pour commencer. Donc la fonction marketing, elle est clairement en pleine mutation, poussée par un besoin qui est de mieux consommer, d'être plus respectueux de l'environnement, tenir compte également d'un contexte social qui se dégrade, ou encore d'un contexte législatif, réglementaire qui apporte de nouvelles obligations. Donc faire du marketing responsable, c'est s'engager son entreprise dans une démarche positive de transformation de son modèle. Vous avez une définition de Valérie Martin de l'ADEME qui est présentée ici, qui nous parle d'une démarche qui engage toute l'entreprise, mais également son écosystème. On parle aussi des partenaires, des fournisseurs, des collaborateurs et des consommateurs qui sont engagés dans cette transformation vers plus de produits et de services ou de distribution, amenant de la valeur, une valeur étendue. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est dans le cadre de ce webinaire, de réagir dans le chat et de nous parler des initiatives responsables que vous avez pu lancer, initiatives marketing responsables, et puis si vous voulez nous parler de vos succès et de vos irritants, ça nous permettra de réagir dessus et puis du coup de pouvoir rebondir en proposant des axes, des solutions, ou parfois aussi de réfléchir avec vous sur ces sujets-là. On va, là, on vous a indiqué 5
thématiques du marketing responsable et je vous propose de les illustrer avec quelques cas concrets sur lesquels on pourra revenir dessus également. Donc la première, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est quoi? C'est globalement substituer la vente d'un produit à son usage. Et typiquement, c'est ce que Xerox a réalisé en substituant son modèle de vente d'imprimantes à une facturation de consommables. Dorénavant, il propose des photocopies payantes à l'unité, dont le prix varie en fonction du volume, tout en restant propriétaire de ces machines. Donc une transformation complète de sa capacité à vendre, puisque on va plus vendre un parc de machines, on va aller vers de l'éco-conception d'imprimantes, une conception modulaire de machines, du démontage, la durabilité des matériaux, et on va aussi rationaliser les consommables. Au titre de l'éco-conception, une très belle illustration via les parfums Aqua Allegoria de Guerlain. Je ne sais pas si vous connaissez, depuis 2022, ils ont créé un univers au monde jardin et une approche marketing durable associée, où en gros, ils proposent des produits qui sont, enfin des parfums qui sont à 95% des produits naturels. Ils utilisent de l'alcool de betterave bio, sont les premiers à l'utiliser. Et ils ont designé également une campagne éco-conçue par Yann Arthus Bertrand. Si on parle d'inclusivité, ça consiste pour une marque à considérer la diversité de population dans ses actions de marketing et de communication. Ainsi, Dove a diversifié ses campagnes et adresse tout type de cibles, les communautés LGBT, les personnes de couleur, de tous âges et de toute taille. Elle a développé une campagne qui s'appelle Real Beauty, qui approche en fait la marque de ses consommateurs et non plus proposer des mannequins ou des personnes d'une taille de type parfaite. Si on parle de circularité, Fnac Darty propose depuis 2021 une offre de service après-vente par abonnement. Peut-être vous avez entendu parler de Darty Max. C'est une offre qui propose de réparer les produits gros électroménagers. On a l'habitude lorsqu'on a un produit de gros électroménager qui ne fonctionne plus, de le jeter ou de le mettre sur le trottoir. Dorénavant, Darty Max vous propose pour 9,99 € par mois, en gros, une seconde vie à vos produits. Et c'était une aubaine pour Darty Max, à la fois pour augmenter son score NPS de notoriété, mais également pour développer du lien avec ses consommateurs et redonner une seconde vie du coup à leurs produits. Enfin, dernière illustration, qui n'est pas des moindres, l'innovation sociale. Peut-être c'est un concept marketing aussi, que vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit du bottom of the pyramid. Donc globalement, c'est de produire des produits à bas prix et donc en gros par là même de pouvoir lutter contre la pauvreté, contre la malnutrition par exemple. Et c'est le cas de Danone qui a lancé une campagne au Bangladesh et qui développe des yaourts à moindre coût en faisant à la fois travailler les populations locales et en faisant bénéficier de ces produits principalement des enfants qui sont en malnutrition et en extrême pauvreté. Donc voici quelques initiatives inspirantes. N'hésitez pas à réagir dans le chat, je vois que vous en parlez. Peut-être Héloïse, si tu veux réagir. Oui, notamment sur deux choses. Tout d'abord sur ce que tu as dit sur Guerlain et Allegoria. Ils ont remporté le prix de l'innovation responsable cette année, qui a été décerné par la Fragrance Foundation. Donc vous pouvez avoir pas mal d'informations sur ce sujet, parce qu'ils ont démontré c'était vraiment un travail avec l'équipe développement durable, l'équipe produit, le marketing, il y a eu pas mal de monde impliqué. Ils ont remporté donc du coup ce prix, donc ce qui montre que vraiment il y a certaines marques qui bougent sur ces sujets, notamment sur l'éco-conception et les matières. Et juste pour compléter sur l'ADEME, donc ils ont vraiment un rôle en fait, surtout notamment en marketing et comme responsable. Ils publient énormément de choses pour aider les marketeurs et les communicants en fait à bouger sur le sujet, notamment Valérie Martin qui représente ces sujets-là. Et par exemple, vous pouvez trouver la dernière campagne qu'ils ont lancée pour le Black Friday, où en fait l'idée c'était de mettre en avant le fait d'acheter d'occasion et de faire, de trouver une alternative en fait à l'achat neuf en ayant des pratiques plus responsables. Donc c'était notamment un exemple
que je voulais vous donner. Ils ont un véritable rôle à la fois pour aider les marketeurs et aussi pour éduquer le consommateur. Alors, n'hésitez pas à vous exprimer. On continue. Cependant, donc, cette prise de position et ce changement de modèle ne sont pas sans effet sur les comportements, sur les pratiques, sur les modèles. Des réticences peuvent apparaître et on vous en a mis donc quelques-unes ici. La première, ce sont les coûts élevés de mise en œuvre. Effectivement, difficile d'obtenir une rentabilité à court terme compte tenu d'investissements pouvant être parfois très élevés. Si l'on change par exemple tout son modèle de production du packaging par exemple, ou carrément des industries, des machines qui produisent, les coûts sont difficilement absorbables dès la première année. Donc ce sont des changements plutôt mesurés qu'il faut aller chercher, à mettre au regard des investissements possibles. On peut penser à des changements progressifs dans la chaîne de production, utiliser des matériaux, un ou plusieurs matériaux plus nobles, par exemple, dans la réalisation du produit, ou s'attaquer à seulement un pan, qui peut être la communication, qui peut être un volet plutôt expérientiel pour le client, plutôt que de vouloir tout revoir d'un seul coup. Une autre réticence, elle peut être celle liée au changement. Alors pourquoi est-ce que je devrais produire différemment quand clairement j'ai des marges profitables, que les consommateurs sont fidèles, sont engagés? C'est clairement, juste en restant sur cette position, il y a quand même une vision du marketing classique qui se dégage, qui est profitable sur l'instant et qui doit vite évoluer au regard d'une concurrence agressive, des changements économiques importants, des changements sociétaux et environnementaux tendus également, un contexte réglementaire, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui vous oblige à y aller, et puis des consommateurs qui, vous ne le disent pas, mais qui sont clairement dans l'attente d'une consommation mieux disante. Il peut y avoir aussi une complexité de mise en œuvre, car il s'agit d'embarquer tout son écosystème, voire donc ses fournisseurs, ses distributeurs, mais aussi ses actionnaires parfois dans cette aventure. La complexité peut être renforcée dans ce sens, également via donc les réglementations. Si on parle de la loi anti-gaspillage de 2022, qui oblige les distributeurs et les sites de vente en ligne à jeter ou brûler leurs invendus, on est obligé de les donner, de les réutiliser ou encore de les recycler. Finalement, peut-être sur cette dernière phrase, on peut se dire que c'est peut-être une aubaine finalement de devoir les recycler pour basculer vers le marketing responsable. C'est aussi une prouesse interne, clairement, parce que ça nécessite de faire évoluer globalement la culture d'entreprise. On reviendra là-dessus sur la vision qu'il faut avoir et sur l'approche de la direction générale vis-à-vis de la direction marketing, des marketeurs tout à l'heure. Mais clairement, tous devraient se sentir investis dans ces changements de paradigme. Enfin, on peut avoir une peur de la réaction du consommateur. Donc, est-ce que les consommateurs vont nous suivre dans cette transformation, dans cette évolution? On peut clairement faire une analyse très rapide du marché. L'ADEME en a réalisé quelques-unes. Et il y a une statistique qui est importante, je trouve, à remonter ici, c'est que 66% des consommateurs, plus du tiers, donc plus de 2/3 des consommateurs, ont de fortes attentes vis-à-vis des marques pour qu'elles tiennent des changements sociétaux et environnementaux dans leurs pratiques. Donc une vraie aubaine pour basculer vers le marketing responsable. N'hésitez pas à réagir. Je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Romain, et aussi par rapport à des questions qui ont été posées dans le chat. Il y a notamment le fait qu'on parle toujours des mêmes exemples et on va en citer d'autres. Hein. C'est vraiment juste une introduction, mais évidemment, il va y avoir d'autres exemples. Et par rapport au fait que la fonction marketing, parfois, continue à faire du marketing conventionnel avec
une ou deux petites actions à côté. Je pense que c'est vraiment en train d'évoluer. Et ce que Romain vient de dire, je suis complètement d'accord sur le point de dire parfois les coûts initiaux sont tellement importants et c'est difficile de convaincre une entreprise de changer un modèle et de transformer son modèle de but en blanc. Donc pour ça, on est obligé à un moment de faire un petit peu cohabiter, si vous voulez, le marketing conventionnel et le marketing plus engagé. Mais du moment qu'on a une ambition qui est forte, avec une vision vraiment d'un projet global et ambitieux, on peut démarrer avec ce qu'on appelle plutôt des pilotes, donc des petits essais sur un pan de la gamme, mais c'est pas pour faire un one shot et un coup marketing ou un coup de communication, pas du tout. C'est vraiment pour montrer et apprendre et peu à peu faire évoluer son modèle, puisque c'est aussi ce qu'on a dit un peu en introduction, c'est que s'engager dans une démarche positive, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, et la transformation de modèle, elle prend un peu de temps. Donc, du moment qu'on arrive à fixer une ambition forte et avec de la consistance dans l'entreprise, ça permet de démarrer et de progressivement transformer son modèle. Donc, les petits pas sont parfois décriés, mais en fait, ça permet de démarrer quand même une action et de mettre en mouvement une entreprise. Et quand on est une petite entreprise, ça peut paraître simple de faire des choses tout de suite directement sur l'ensemble du modèle, mais quand on est sur des plus grosses entreprises, c'est impossible en fait de changer un modèle du jour au lendemain. Il faut bien le faire par étapes. Vas-y Romain, je te laisse continuer. À première vue, donc, on a des bouleversements majeurs et des impacts difficilement mesurables. Et ce qu'on voulait vous dire ici, c'est que c'est un véritable levier d'opportunité business. Si on reprend les illustrations précédemment présentées, donc Darty, via son offre Darty Max, a accru ses ventes de 100% dans certaines catégories sur la première, juste sur la première année de mise en place de son offre. Bien que j'ai vu les échanges dans le chat, bien que Danone soit décrié par rapport à d'autres choses, il profite clairement de la mise en place d'actions de marketing responsable de type bottom of the pyramid, d'une meilleure perception locale et d'une meilleure image de marque en développant cette offre. Ou encore, c'est clairement un levier de diversification positif, comme pour Xerox, qui ne vend plus que des imprimantes, mais beaucoup plus de consommables, et va optimiser son rendement par du recyclage ou encore via l'éco-conception. Je rebondis un peu sur ce que vous disiez aussi dans le chat, sur les consommateurs qui ont des attentes mais qui ne veulent pas payer plus. Or, souvent, c'est plus cher. En fait, ça dépend. Le souvent, c'est plus cher n'est pas toujours vérifié. Ça, on l'a remarqué très fréquemment. C'est que ça a un coût au démarrage, mais finalement, sur le long terme, concevoir différemment n'est pas forcément plus cher. Donc, c'est aussi à relativiser d'une certaine manière. Donc, les impacts positifs se voient donc à tout niveau. C'est pas instantané, ça prendra du temps, effectivement. Après, il faut être résilient sur ce sujet pour avoir une meilleure production, plus respectueuse de l'environnement, des offres et des produits qui soient mieux acceptés par les consommateurs, qui vont avoir l'impression de consommer mieux, et puis une entreprise qui peut jouir d'une image plus positive. On va éviter également la notion de greenwashing, puisqu'on aura une capacité de tracer des actions et avoir des métriques concrètes d'un engagement de la marque sur le marketing responsable. Ce qu'on voulait dire ici, c'est que si on prend un peu de recul, ces leviers d'opportunité, ils ne sont vérifiés que si cette posture, si ce choix, cette stratégie globale de l'entreprise vers du marketing responsable est inclus dans la raison d'être de l'entreprise et est porté par la direction générale. On a tendance à dire que le marketing doit être le bras armé de la RSE en entreprise, avec pour objectif d'engager l'entreprise, les collaborateurs, son écosystème dans sa stratégie différenciante. C'est une vérité, c'est une réalité qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et nous, typiquement chez Bartol, donc nous sommes labellisés Bicorp, ce label RSE, et cette démarche n'aurait été possible que si la stratégie globale de l'entreprise
n'a été possible que dans le cadre où l'entreprise et les associés fondateurs sont associés à la démarche, et l'entreprise tout entière s'est engagée pour atteindre ce label. C'est donc, bien entendu, une collaboration entre les différentes parties prenantes, les départements de votre entreprise, qui doivent tous se saisir de ce sujet à leur échelle. Et du coup, il y a une réflexion transversale de toutes les pratiques commerciales qui doit être mise en place. Enfin, ça ne se fait pas qu'en top-down. Il est nécessaire de sensibiliser, former. Il est nécessaire de prendre en compte aussi l'ensemble des avis collaborateurs, des points de vue des collaborateurs. On reviendra sur cette partie juste après dans les actions quick win que l'on peut mettre en place. Mais typiquement, il est nécessaire d'ouvrir les chakras, de se poser les bonnes questions, et c'est en collectif, avec le collectif, qu'on est capable de le faire. Juste pour compléter et appuyer ce que tu dis, Romain, par rapport notamment à la stratégie globale, nous, on l'observe notamment à travers des différents postes sur lesquels on travaille, que la RSE est de plus en plus au niveau stratégique. Et les directeurs marketing sont au COMEX et sont dans les directions générales, travaillent main dans la main avec les directions générales. Donc, il y a un véritable levier de transformation ici. Ils ont vraiment un rôle de transformateur. Et c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un levier et un impact sur la stratégie globale. Donc, ils peuvent insuffler déjà en interne ces sujets et du coup prendre vraiment à partie ce point pour vraiment infuser la responsabilité au cœur de la direction marketing. Voilà. Clémence, je ne sais pas si tu veux compléter par autre chose. Oui, pour continuer sur ce thème-là, en fait, pour avoir été côté marketing pendant très longtemps et y être à nouveau aujourd'hui, en fait, le métier et la place du marketing, il évolue et parfois, c'est très... ça peut être un peu mauvais, mais on travaille beaucoup en silo. Et en fait, on est en train de passer d'organisations très en silo à des organisations de plus en plus interconnectées entre les services. Et aujourd'hui, c'est pas juste le marketing qui va donner sa direction de nouveaux produits, par exemple, ou de nouvelles actions de communication. Ça va vraiment être fait tous ensemble avec le service achat parce qu'il va y avoir un impact sur les achats, le service commercial parce qu'il faut apprendre aux commerciaux aussi à aller vendre ce nouveau produit ou ce nouveau positionnement ou ces nouveaux services qu'on propose, avec vraiment l'industriel évidemment pour tout ce qui est la partie de production. Donc en fait, le marketeur, il agit pas tout seul. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Héloïse, c'est que c'est quand même encore aujourd'hui le marketeur et la direction générale qui vont impulser la direction stratégique de l'entreprise et qui vont du coup être très influents pour orienter là où on veut aller. Mais par exemple, le service ressources humaines, il est aussi hyper important parce que c'est aussi de lui parfois que peuvent partir certaines initiatives. Et comme l'a dit Romain pour Bartle, ou je crois que Burdeo aussi, vous êtes certifié Bicorp et Ecolart aussi est certifié Bicorp. En fait, c'est pas un hasard, c'est à un moment la direction générale qui décide de donner un signe et une impulsion qui va permettre d'engager toute l'entreprise. Et à ce moment-là, le marketeur, évidemment, il doit s'inscrire là-dedans et aller encore plus loin et pousser encore plus l'entreprise à transformer son modèle. Donc, c'est vraiment une histoire quand même de collaboration très forte entre tous les services et pas seulement en interne, en fait, également avec les parties prenantes externes. Je crois qu'on va le revoir un peu après, mais qui sont hyper importante aussi pour les marketeurs. Aujourd'hui, le marketeur, il peut plus être tout seul dans son bureau, quoi. Le marketeur, il doit être aussi à l'usine, il doit être avec ses consommateurs, évidemment, il doit être avec les scientifiques à l'extérieur quand il y a besoin d'appui scientifique. Il doit vraiment s'ouvrir les chakras et pas rester uniquement dans une image du marketeur dans son bureau qui fait les 4P comme à l'époque, quoi. Ça, c'est plus comme ça aujourd'hui. Quelques statistiques, du coup, je vous en ai cité une sur les attentes des consommateurs. Et clairement, tout le monde, finalement, est convaincu d'y aller. Les statistiques
voilà, sont claires. 80% des entreprises ont déjà mis en place un plan d'action RSE. Une préférence de marque qui va à 75% pour celles qui partagent leurs valeurs et qui ont une raison d'être. Voilà, il y a un vrai potentiel à aller chercher. Et la question qu'on va se poser, c'est comment on y va. Donc, je vois, vous réagissez beaucoup dans le chat, donc on va aller vite. Sur le slide d'après, on va vous apporter quelques billes là-dessus. Héloïse, je te laisse la parole. Donc j'en reviens à ces leviers de transformation. Donc le marketeur a été un véritable levier de transformation d'abord sur l'offre en tant que telle, l'offre produit, travailler des processus d'innovation, travailler sur l'éco-conception, mais pas que, sur comment on transforme son offre en tant que telle, pour qu'ensuite ça a un impact derrière sur les produits. Il y a aussi tout ce qui est service aussi associé à l'offre, hein, donc tout ce qui est réparabilité, tout ce qui est location qui se développe de plus en plus, notamment par certaines marques. Il y a tout ce qui est la communication et la réputation d'entreprise. Il y a à la fois les initiatives dont on a déjà parlé, B Corp, etc., mais qui touchent plus l'entreprise en tant que telle. Il y a aussi une communication à avoir envers le consommateur, donc d'éducation, donc vraiment une communication pédagogique qui aide le fait, qui sensibilise le consommateur et qui l'aide en fait à intégrer ces modes de consommation responsables pour que le consommateur devienne acteur en fait. On passe d'un consommateur à un consommateur. Et enfin, il y a toute l'évolution du business model. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur la consommation en chat, etc. En fait, il y a plusieurs marques qui effectivement réinterrogent parce que on est sur une société effectivement de consommation, mais c'est comment on peut consommer différemment. Comment on peut comment on peut changer ces modes de consommation en fait et les rendre plus respectueux envers la planète, envers le côté social, sociétal. Enfin, il y a quand même les 3 piliers non plus à ne jamais oublier. Et donc, c'est vraiment ce basculement de business model. Je ne sais pas si Clémence, Romain, vous voulez compléter avec des exemples. Vous voulez qu'on présente les exemples directement? On peut, ouais. En fait, ces deux questions, elles paraissent vraiment basiques. Hein. Comment on peut produire mieux et comment on peut aider à consommer mieux, mais c'est ça notre boulot aujourd'hui au marketing. Enfin, ça, c'est vraiment une manière, parce qu'il y a une question dans le chat aussi de Carole qui dit est-ce qu'on pense que la fonction marketing est légitime pour porter les sujets RSE? Alors pour moi, oui, elle est complètement légitime. Comme je le disais avant, en fait, c'est bien si le marketing est vraiment connecté avec les autres services aussi. Il faut pas se sentir non légitime comme marketeur. C'est pas parce qu'on n'a pas fait des études spécialisées dans le développement durable. C'est pas. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme limitant. En fait, il faut quand même revenir à des principes de base. Un marketeur, il n'est pas là juste pour mettre sur le marché quelque chose qui répond aux besoins des consommateurs et augmenter les ventes. Donc, vous avez peut-être vu passer cette étude de Ipsos là, qui a été publiée il y a 2 ou 3 jours, qui dit 72% des Français aujourd'hui attendent des marques qu'elles proposent vraiment une nouvelle philosophie de vie avec des valeurs. Donc, c'est pas juste vendre des produits ou ou des services. C'est vraiment proposer comment la marque peut faire changer la consommation aujourd'hui. Donc vraiment, comment on peut, d'un point de vue en interne dans une entreprise, comment on peut aider sa marque à mieux produire et comment on peut aider les gens, puisqu'on arrive jusque chez les gens dans leur maison, comment on peut les aider à mieux consommer. Donc les exemples ici, je vais vous montrer, puis vous pouvez réagir dessus, mais des exemples vraiment d'entreprises qui ont soit inventé des nouveaux modèles, donc c'est les 3 premiers, Veja, C'est qui le patron ou Blablacar, des entreprises beaucoup plus installées, comme Lu, Camif, Seb ou Le Franc-Bourgeois, qui sont des entreprises, il y en a plein d'autres qui font évoluer leur modèle petit à petit, et puis d'autres entreprises aussi très installées comme Bocage ou Bonduelle, qui continuent à changer les modèles à la fois de production et à la fois de consommation. Donc si on va un peu plus dans le détail de chacune, Veja, c'est vraiment un nouveau modèle dans le sens où c'est un modèle qui est à l'inverse du marché de la basket. Quand ça a été pensé, cette boîte, donc maintenant ça fait plus de 25 ans qu'ils existent, et c'était une petite marque qui s'est pas lancée du tout sur un modèle classique, donc c'est un nouveau modèle.
le constat a été fait à l'époque qu'à peu près 80% du prix de la basket que vous achetez, que nous achetons, en fait, 80% de ce prix, il est mis dans la communication et dans la pub, dans des contrats avec des stars, etc., qui portent les produits, dans des grandes campagnes de communication, etc. Le but, c'est pas de dire qu'on fait plus de communication, mais c'est juste que, est-ce que cet argent-là, il peut être mis dans produire différemment? Donc vraiment, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on peut produire différemment? Parce que oui, ça peut coûter plus cher de produire différemment. Donc quand ils ont décidé de s'installer au Brésil et de faire appel vraiment à des agriculteurs locaux qui vont planter du coton, récolter le caoutchouc dans les forêts, ben, ils ont dû former ces gens, les payer plus cher. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est sûr que c'est plus cher qu'un process industriel classique. Mais en fait, au lieu de mettre l'argent dans la publicité et la communication, l'argent a été mis sur le produit et sur la qualité du produit. Donc c'est vraiment un nouveau modèle et bah, aujourd'hui leur succès il est plus du tout à démontrer. Hein. Ça fait 25 ans qu'ils existent, ils sont en très forte croissance et ils continuent toujours avec toujours plus d'ambition et avec vraiment une consistance dans tout le projet, puisque c'est pas uniquement sur comment on produit mieux, mais c'est aussi comment ils distribuent mieux, puisqu'ils font appel à des sociétés vraiment qui essayent de réinclure des gens dans la vie active jusqu'à la distribution. Donc voilà l'exemple de ce modèle. L'exemple de C'est qui le patron, c'est vraiment un modèle qui est aussi très différent de ce qui a été fait. Donc c'est très participatif et là aussi c'est super important pour un marketeur de comprendre ça. C'est qu'on met autour de la table, C'est qui le patron, ils ont décidé de mettre autour de la table tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire de l'éleveur hein, qui fait son lait et qui, rappelez-vous, quand c'est né il y a 7 ans maintenant, il y avait des éleveurs dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas vivre du prix du lait. Donc ils ont mis les éleveurs, les industriels et les distributeurs et les consommateurs en demandant jusqu'à combien on est prêt à payer pour avoir du lait qui est fait avec des vaches qui sont élevées au pâturage, X jours dans l'année au pré, donc sans OGM, est-ce qu'on veut un carton ou est-ce qu'on veut une brique dans un autre matériau, etc. Et ils ont défini vraiment ensemble ce cahier des charges de toutes les parties, des consommateurs jusqu'où on est prêt à payer pour accepter tel ou tel niveau de qualité. Et en mettant tous ces gens autour de la table, ils ont réussi à faire vraiment un produit qui répond à toutes les attentes et où tout le monde s'y retrouve. Le consommateur paye plus cher que le reste des marques de lait, mais il est d'accord parce qu'il sait où va l'argent en fait. Il sait que l'argent va être utilisé pour aider les éleveurs à avoir, à vivre de leurs revenus, de leur métier. Donc c'est vraiment aussi une approche qui est différente et qui est hyper importante pour un marketeur, c'est de discuter avec les autres maillons de la chaîne. Et C'est qui le patron, c'est pas du tout anecdotique parce qu'en fait, même si aujourd'hui c'est un petit acteur sur le marché du lait, ça a permis de faire bouger toute la catégorie des produits laitiers, puisque les grandes autres marques de lait ont toutes revu à la hausse leur cahier des charges pour pouvoir rémunérer beaucoup plus fortement leurs éleveurs. D'autres marques ont choisi même d'utiliser du lait C'est qui le patron dans leur marque pour pouvoir aussi s'associer à cette démarche. Donc en fait, il y a vraiment, c'est une petite entreprise, hein, c'est une start-up, on va dire, C'est qui le patron, mais ça a permis de tirer tout le reste du secteur dans le bon sens. Et Blablacar, tout le monde connaît, ça rebondit un peu sur ce que disait Romain aussi, vraiment une économie de partage. On n'est pas tous obligés d'avoir une voiture, on peut juste la partager. Le deuxième... pardon. Il y a plusieurs questions. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises B2B, de modèles dans le B2B? Alors, on n'en a pas mis ici. Il faudrait que je réfléchisse quand ça sera pas à moi de parler pour vous en trouver, parce que je pense qu'il y en a, évidemment, parce que ça s'arrête pas. Enfin, là, c'est axé très consommateur, mais effectivement, en B2B, je pense que notamment dans la restauration, par exemple, c'est du B2B, des grosses entreprises de restauration qui vont livrer, je sais pas, des cantines, des restaurants, etc. Ils ont la même démarche en fait, de dire comment ils peuvent aussi produire mieux et aider leurs clients, qui sont pas leurs consommateurs, mais leurs clients à consommer mieux. Donc par exemple, le groupe Bonduel, quand ils travaillent avec plein de cantines, de restaurants, etc. Ils ont des offres spécifiques du food service, donc du B2B, qui permet aussi
de s'améliorer sur les emballages qui vont être mis, enfin sur les quantités, on va dire, ou les emballages qui vont être mis à disposition, mais aussi sur la qualité de ce qu'ils produisent. Donc, je vais prendre l'exemple de Bonduelle que j'avais prévu pour autre chose, mais c'est pas grave. Quand ils disent on veut aider les gens à consommer différemment, c'est-à-dire à consommer plus, à avoir une consommation plus végétale. On dit pas qu'il faut devenir végétarien ou quoi, hein, mais on dit que aujourd'hui, on sait qu'une consommation moins carnée et donc plus végétale a un effet positif sur l'environnement, en plus d'avoir un effet positif sur la santé, etc. Donc, Bonduelle, ils vont aider les restaurateurs à comprendre ce que ça veut dire d'avoir une alimentation plus végétale en produisant des nouveaux produits qui sont adaptés au restaurant pour être remis en œuvre de manière facile, en donnant des recettes, par exemple, pour aider les chefs des restaurants à comprendre comment on fait une alimentation plus végétale qui est plus sympa que juste une assiette de haricots verts. Donc voilà, ils ont vraiment à la fois repensé l'offre, mais aussi le service, de comment ils accompagnent ces restaurateurs pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche de changer d'alimentation. Donc ça, c'est un exemple vraiment de B2B prouvé aussi. Je vais en réfléchir à d'autres. Sur des grosses, parce que parfois on dit aussi c'est facile quand on est au marketing, quand on est dans des petites boîtes, c'est facile de changer les choses ou de créer des startups, etc., qui sont nées avec un enjeu sociétal. Mais il y a vraiment des grosses boîtes installées qui ont aussi transformé leur modèle. Et donc les exemples que je vous mets là, par exemple la Camif, donc qui vend des lits, des chaises, de l'ameublement intérieur. Ils ont vraiment transformé leur business model aussi sous la houlette justement d'un nouveau patron, Emery Jacquilla, quand il a repris cette entreprise, pour dire comment on peut faire pour que cette boîte soit pas en lutte directe sur toujours le prix et des produits toujours de moins en moins chers et donc produits de plus en plus loin, etc. Ils ont complètement changé la stratégie et aujourd'hui c'est une entreprise qui marche bien et qui a vraiment créé ce nouveau modèle en disant nous on a une mission d'entreprise qui est très forte, qui est on veut changer le monde de l'intérieur. Donc c'est aussi une entreprise qui est Bicorp et qui est aussi société à mission, donc il n'y a pas de hasard. Cette mission qui se sont fixées de changer le monde de l'intérieur, ça dirige toute la stratégie de l'entreprise jusqu'au marketing, puisque du coup, ça va passer par avoir des produits qui sont de plus en plus locaux et faits avec des matériaux de plus en plus durables. Donc, c'est pas non plus 100% de leur offre. Il y a encore des produits qui peuvent venir de plus loin, mais simplement l'essentiel de l'offre et la direction générale, c'est ça, c'est de faire des produits locaux et durables. Par exemple, alors je vais parler d'un exemple que je connais bien aussi pour avoir travaillé chez eux pendant longtemps, mais quand l'U décide de s'inscrire dans une démarche vraiment qui va favoriser et développer la biodiversité, c'est pas un hasard, c'est juste que la première matière première utilisée pour fabriquer des biscuits, c'est du blé, et qu'en discutant avec plein de gens du monde scientifique et du monde de l'écologie, de l'environnement, etc., on sait qu'avoir des champs de blé immenses avec une seule variété de blé et qui sont cultivés de manière intensive, ça va faire disparaître certains animaux, certains insectes, certains pollinisateurs. Donc, il y a un vrai enjeu d'arriver à garder toute cette vie. Et pour ça, il faut changer la manière de produire, de cultiver le blé. Donc, quand on dit produire mieux, c'est ça, c'était vraiment réussir à faire une nouvelle filière de blé qui soit plus durable, qui soit bonne à la fois pour l'environnement, mais aussi pour les agriculteurs qui font pousser ce blé. Et ensuite, arriver à l'expliquer aux consommateurs pourquoi on a une meilleure qualité et pourquoi on s'engage dans cette démarche-là. Donc, c'est un modèle qui a évolué puisque le blé n'est plus celui qui était acheté il y a 20 ans. C'est un blé qui est fait de manière différente, qui répond à une charte de pratiques agricoles qui sont aussi différentes et plus exigeantes, voilà, pour arriver à produire mieux. Et le Franc-Bourgeois, chez qui maintenant je travaille, ou Seb, ont une démarche, par exemple, de relocalisation très forte pour préserver des savoir-faire et arriver à continuer à produire des produits de qualité qui sinon pourraient disparaître ou être produits dans des endroits beaucoup plus lointains. Donc aussi une relocalisation vraiment importante qui s'inscrivent dans un modèle beaucoup plus durable. Il y a plusieurs questions, je rebondis un peu.
Qu'est-ce que vous préconisez comme formation en RSE, etc. Ça, on va y revenir juste après. On va y revenir juste après. Non, moi je voulais juste compléter. Alors je vais pas redonner, parce que Clémence en a donné pas mal des exemples, mais si vous cherchez d'autres exemples, il y a la plateforme Réussir avec un marketing responsable qui décerne des prix en marketing chaque année sur différents sujets qui, je pense, peuvent être intéressants pour vous inspirer notamment de ce qui peut être fait alors sur différents niveaux et différents types d'entreprises. On pense à YesYes, Ipli, enfin voilà, sur l'approvisionnement, le soutien aux filières agricoles par exemple de l'agroalimentaire. YesYes qui est du reconditionné français, donc un peu parallèle avec Black Market. Et sinon, vous avez aussi le podcast En toute transparence où il y a des initiatives marketing qui sont décryptées. Et c'est notamment avec So Good et Ulule. Donc voilà, ça peut être aussi des inspirations et des bonnes pratiques qui sont faites à la fois en B2B et en B2C. Voilà. Bon, je te laisse compléter si tu voulais compléter par autre chose. Non, mais en fait, on arrive au slide d'après, c'est comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on agit dans ce sens. Et bon, je pense que on va répondre à une majorité de vos questions via ce slide. Donc, globalement, la première chose, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sur quoi Clémence a insisté, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer sur sa responsabilité marketing et se dire qu'on est seul à pousser vers cette démarche. On doit travailler avec son écosystème. On ne doit pas rester enfermé sur ses peurs, mais on doit bien s'ouvrir pour mieux comprendre, mieux envisager les possibles. Ça peut marcher que si vous êtes en contact avec toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, tout à l'heure, il y avait des questions sur est-ce qu'on doit travailler avec l'IT, est-ce qu'on doit travailler avec la finance, est-ce qu'on doit travailler avec ses fournisseurs, est-ce qu'on doit travailler avec ses consommateurs, les impliquer dans cette démarche? La réponse est oui, il faut s'entourer, il faut challenger. Au même titre que vous faites des études de marché amont, c'est la même logique, il faut travailler de pair avec tous vos contacts potentiels pour pouvoir identifier quelle est la trajectoire, quelle est la vision, comment est-ce que je peux avancer. Et surtout, il faut y aller pas à pas. On parlait du pas à pas tout à l'heure, c'est exactement ça. Ça sert à rien de vouloir réformer ou de révolutionner votre modèle économique d'un coup. C'est quelque chose qui se fait pas à pas. Donc, il y a une transition à prévoir avec un modèle marketing plus classique et un marketing plus responsable. La deuxième chose sur laquelle je veux revenir, ce qui est présent sur ce slide, c'est de se questionner en fait. C'est d'évaluer aussi sa maturité. Est-ce qu'on est prêt finalement à s'engager là-dedans? Et je l'ai vu aussi dans le chat, vous nous coupez l'herbe sous le pied, mais globalement, il y a des méthodologies qui existent sur étagère. Il y a des matrices d'évaluation de maturité qui existent, la matrice ACV ou ESQCV. Après, ces matrices, elles sont peut-être complexes, trop techniques, détaillées par rapport à à votre situation, à votre maturité également. Donc, pourquoi ne pas se faire accompagner? Et je pense que c'est un point sur lequel Clémence reviendra aussi tout à l'heure. Pourquoi ne pas s'entourer d'experts ou de travailler avec dans votre écosystème, dans vos amis, dans votre entourage, des gens qui se sont déjà lancés, ont déjà réalisé ou sont partis faire des initiatives de ce type-là, ou alors vous faire accompagner par un cabinet de conseil. Je ne fais pas de pub, mais l'idée c'est bien de co-construire son propre questionnaire de maturité, d'évaluer le positionnement de sa marque, de se poser des questions sur les potentiels, donc les trajectoires qu'on peut prendre en fonction des 4P, en fonction de la pérennité de la marque, en fonction de la visibilité qu'on souhaite en donner. Donc voilà quelques pistes très rapides, peut-être un peu théoriques, mais on reviendra dessus avec 2-3 exemples. Une autre bonne pratique, c'est de se comparer. On en a parlé aussi tout à l'heure. Comparer, prendre des illustrations concrètes qui sont en proximité avec votre business model, avec votre... est-ce que vous êtes plutôt sur la vente de services, de produits? Est-ce que vous êtes plutôt en B2B, en B2C?
prendre des exemples, des illustrations, pas dans une logique de faire un copier-coller de ce qu'ils ont fait, mais de se rendre compte que si eux, ils ont réussi à y aller, il y a un potentiel à y aller aussi, donc pour en être convaincu finalement, et après, du coup, définir ses propres moyens. Donc, orienter, voilà, avoir une logique d'orientation de réflexion par cette comparaison. Et après, c'est pas évident, mais l'idée, c'est d'identifier des voies d'innovation durable, des voies d'évolution des offres. Et ça, ça ne peut que se faire via une réflexion multipartite avec vos consommateurs, avec votre entourage, les différentes fonctions de l'entreprise, la direction générale qui peut insuffler, et des experts qui peuvent vous aider là-dessus à avoir votre différenciation, à définir votre raison d'être, votre manière d'y aller. On peut même aller jusqu'à, tout à l'heure on parlait de consommateurs, on peut même aller jusqu'à utiliser des ambassadeurs de marque ou les clients les plus fidèles pour obtenir des recommandations, des pistes, recueillir leurs attentes, et ça peut se transformer en des certitudes sur la manière d'y aller. Concrètement, en gros, il s'agit d'accepter l'incertitude. En gros, on ne sait pas vers où on doit aller, on ne sait pas comment s'y prendre, donc il est nécessaire de réfléchir en collectif. Il est nécessaire d'avoir une bonne méthodologie pour se poser les questions. Il est nécessaire aussi de tester. Vous n'allez pas y arriver du premier coup. Donc ça, vous êtes très habitué à ça en tant que marketeur. Réaliser des MVP, tester l'appétence du marché, revoir, corriger, c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Parfois même, il faut accepter l'échec. Alors l'échec, vous allez dire, a un coût. Mais je pense dans toutes les illustrations qu'on a données, et Clémence, tu peux rebondir, je pense que ni Bonduel ni Lu n'a lancé du premier coup une initiative qui a réussi. Il lui a fallu passer par quelques échecs avant de pouvoir proposer quelque chose de concret vers une évolution vertueuse. Ouais, je dirais, pour rebondir directement sur ce que tu dis, justement, peut-être pas le voir comme des échecs, mais comme des étapes, quoi. En fait, chaque étape, elle nous permet, en tant que marketeur, d'améliorer quelque chose et peut-être de le corriger un petit peu au fur et à mesure. Et je me souviens vraiment les premières campagnes chez Lu pour expliquer pourquoi on va sur la biodiversité. Ça a beaucoup évolué par rapport à aujourd'hui comment la marque s'exprime sur ce sujet-là, parce qu'il y avait un niveau de maturité qui était aussi pas le même, et même dans les équipes marketing, très clairement, il y a plus de 15 ans quand ce sujet est sorti, donc c'était très novateur, très précurseur, et aucune autre marque était là-dedans. Les marketeurs étaient assez réticents à s'engager dans ce type de conversation, on va dire, avec leurs consommateurs, parce qu'ils se disaient, ben, en fait, on vend des biscuits, c'est tout. Donc, il y a aussi un truc d'acculturation en interne, et c'est pour ça que c'est vachement important que le sujet soit vraiment partagé dans tous les services pour qu'on ne se sente pas seul à porter un sujet, et c'est pas juste le marketing qui le porte, ou juste la RH, ou juste la réglementation, c'est vraiment l'entreprise entière. Donc c'est pas forcément facile de trouver le juste ton, etc. On va vous donner à la fin des petits key takeaway, on va dire, de facteurs clés de succès, on va dire, pour essayer de transformer son système. Ce qu'il faut vraiment, c'est pas avoir peur d'essayer de se lancer, quoi. C'est pas non plus, on change pas toute l'entreprise du jour au lendemain, donc c'est du test and learn. Et donc la remarque de Frédéric est intéressante. Comment aussi embarquer l'ensemble des collaborateurs du marketing pour qu'ils se reconnaissent dans cette nouvelle dimension? C'est indispensable. Il faut que vous en soyez convaincus, et il faut eux aussi qu'ils participent à l'ensemble des formations que vous avez citées tout à l'heure dans le chat, à la fois sur des fresques du climat déjà pour prendre un premier avis, puis ensuite prendre des MOOC. Je crois qu'il y en a un qui est proposé d'ailleurs ici. Voilà, le MOOC du C3D. Pourquoi pas aller le consulter. J'ai vu également quelques idées de formation avec Indigo. Vous avez raison. Moi-même, je suis une formation un peu plus poussée sur l'éco-conception. Donc, pourquoi pas pousser la porte et voir ce que des formations de ce type-là ont à vous proposer. Et après, effectivement, dans votre rôle de responsable marketing, c'est aussi d'insuffler cette énergie. Et si la direction générale et vous en êtes convaincus, les collaborateurs, ils vous suivront.
Et peut-être pour compléter, je ne sais pas si Héloïse, tu vas en parler aussi juste après, mais quand vous avez aussi dans votre objectif annuel, voire dans votre bonus, quelque chose qui est en lien avec ces projets de transformation de modèles et d'atteinte du coup d'objectifs développement durable ou RSE, ça aide aussi à mettre tout le monde au pas pour le faire. Donc la question, ça répond un peu à deux questions qui ont été posées. Donc effectivement, comment embarquer tout le monde? Quand c'est dans tes objectifs, en fait, tu le fais. Et une autre partie aussi, c'est que il y avait une question qui était sur les enjeux de rentabilité et de finance. Comment on fait du coup pour traiter la RSE, sachant que c'est parfois des coûts supérieurs à court terme et du coup, ça va pas répondre aux objectifs de finance ou de rentabilité. Il y a une fonction aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une entreprise qui est très inspirante là-dessus, c'est le groupe Bell, les fromageries Bell, où la fonction RSE, elle est au même niveau et elle est d'ailleurs gérée par le CFO de la boîte. Donc en fait, il y a quand même maintenant un alignement, on va dire, la RSE ou le développement durable est pas tout seul dans son coin et soit relié au business, soit marketing, soit à la finance. Et ça permet de mettre au même niveau, on va dire au même niveau d'attente dans les critères de décision de l'entreprise. Il faut atteindre tel niveau de rentabilité, oui, mais il faut atteindre tel niveau aussi d'engagement sociétal ou environnemental. Et l'impulsion vient bien entendu de la direction générale, vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'on a défini nous au sein de notre cabinet, c'est une co-construction, mais c'est bien de la direction générale qui définit les drivers du changement et du coup qui impulse des pans actionnables sur toutes les offres de services ou les offres de produits que vous pouvez faire. Et on y insuffle une énergie nouvelle, responsabilisante, parce qu'on est tous concernés par ce changement. On doit tous être embarqués dans cette logique-là. Héloïse, ouais. Il nous reste 7 minutes. Ouais, je vais du coup être assez... Parce qu'on a dit quand même déjà pas mal de choses. Donc là, ici, vous avez une mission un peu type du manager marketing responsable. Mais ce qui est intéressant, c'est où on trouve ces fonctions en entreprise. Donc, il y a différentes possibilités. Tout d'abord, il y a dans les entreprises à impact, en fait, qui ont déjà par essence un projet à impact, vous avez les fonctions marketing. Donc, c'est aussi un moyen de travailler sa fonction, de rentrer dans une fonction déjà avec marketing responsable, même si c'est pas affiché en tant que tel, parce qu'on dit souvent oui, mais je vois pas de titre avec marqué marketing responsable. Non, ça n'est pas forcément affiché, mais il faut aller plus loin en fait dans la description du poste et de l'emploi et de l'entreprise. En fait, il y a un véritable travail à faire de ce côté-là. Donc, il y a à la fois les entreprises à impact, il y a les entreprises traditionnelles qui prennent des engagements et sur lesquels le marketing est impliqué. Donc, pareil, il faut aller un peu plus loin que la job description ou juste l'entreprise en tant que telle pour aller voir qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs démarches et du coup aller vers cette entreprise où le marketing est vraiment impliqué sur ces sujets. Et après, il y a tout ce qui est qui est plus en lien avec les ONG, enfin voilà, le côté ESS aussi qui offre des opportunités à ce sujet. Le marketing responsable, chez nous, on appelle ça, c'est une compétence, un poste à double casquette ou à double compétence. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui sont intervenus, notamment dans le chat, sur ce sujet-là, mais le marketing responsable, c'est quoi? C'est le socle métier. En tant que marketeur, on connaît son métier, auquel on ajoute la compréhension des enjeux du développement durable. Ce qui est clé, en fait, pour faire son métier en tant que marketeur responsable. C'est comprendre les enjeux, comprendre les réglementations, la loi AGEC sur l'éco-conception par exemple, la CSRD, effectivement j'ai vu des notions de CSRD de finance qui arrivent aussi, qui vont contraindre les entreprises à rendre compte de leur impact. Il y a tout ce qui concerne les différentes notions sectorielles sur ces sujets. C'est vraiment cette double compétence et cette compréhension des enjeux. Et ensuite, il y a tout ce qui est savoir-être. On va chercher quelqu'un qui est force de proposition et qui va conduire le changement en interne. C'est toute cette ténacité
rester humble sur ces sujets. C'est-à-dire, effectivement, il y a pas mal de cas de greenwashing. Je sais qu'il y a des directeurs marketing qui deviennent directeurs RSE. Il y a, quand on comprend et on sait de quoi on parle et qu'il y a une preuve, ça fonctionne. En fait, le marketing responsable fonctionne par la preuve. On montre, qu'on démontre ce qu'on fait. Et il y a aussi tout ce qui est outils de mesure. On parlait il faut travailler avec l'IT, etc. Oui, clairement, il faut travailler avec l'IT parce que, en fait, il y a toute cette idée de mesure qui va être de plus en plus importante pour les marketeurs et pour l'entreprise. Et travailler main dans la main, bien sûr, avec la finance. La finance aussi impacte, c'est le business, donc ça a un rôle énorme, ça joue un rôle énorme, et donc travailler main dans la main avec la finance, avec toutes les directions. De toute façon, la RSE doit infuser dans chaque direction de l'entreprise. La logistique, les achats, le marketing, la finance et le numérique. En ce qui concerne les formations, donc effectivement, on a petit passé rapidement sur le mot qui ont évoqué Indigo. Il y a aussi des formations avec des enjeux des hommes, avec EcoLearn. Il y a beaucoup et il y en a de plus en plus sur des sujets très différents. Donc là, il faut faire des recherches et il faut aller plus loin en fait par rapport à vous, votre objectif à vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation où voilà, les recruteurs cherchent telle ou telle formation. Non, il faut vraiment que ça remplisse les objectifs que vous vous êtes fixés. Si c'est de l'opérationnel, il faut aller sur des formations courtes. Si vous voulez aller sur des formations plus longues pour avoir plus d'impact, etc., ou de légitimité, etc., c'est possible aussi. Et après, il y a des formations aussi à l'international sur les enjeux de développement durable. Donc après, ça dépend des objectifs que vous vous fixez. L'anglais reste hyper important, nous on le voit, c'est notamment sur les grandes entreprises principalement, mais ça reste quand même un enjeu très très important, et avoir une vision long terme, parce qu'en fait le marketing durable ça se fait pas du jour au lendemain, et du coup il y a toute cette partie de vision long terme qui est hyper importante. Des enjeux et des hommes. Oui. Voilà. Clémence, Romain, je ne sais pas si vous voulez compléter cette slide parce que j'essaie d'être rapide. Moi, juste sur ce que tu viens de dire, Héloïse, et pour les marketeurs qui, toujours dans ce souci de se sentir légitimes ou plutôt souvent illégitimes pour traiter ces sujets, on ne devient pas tout d'un coup un expert du bilan carbone. Et je pense que c'est pas obligé de faire vraiment plein de formations sur tous les sujets RSE. Puisque quand on est en poste, on peut s'appuyer justement sur des experts. Moi, je ne sais pas faire un bilan carbone. Par contre, je peux l'interpréter, le lire, mais je vais le faire par des gens dont c'est le métier de le faire. Quand il y a eu la révolution du digital, pour les plus vieux d'entre nous, on n'est pas tous devenus des experts de savoir coder ou développer un site Internet. En fait, on passe par des experts dont c'est le métier de le faire. Par contre, on doit savoir comprendre les enjeux. Donc, je pense qu'il y a vraiment, le principal, c'est quand même d'avoir une ouverture d'esprit, une curiosité permanente et aller s'entourer et discuter avec les parties prenantes, comme on dit, que ça soit des scientifiques ou autres. Mais bon, c'est vrai que c'est bien quand même quand il y a du fact-based, donc c'est bien d'avoir quand même des données scientifiques aussi sur lesquelles s'appuyer. Mais je pense qu'on ne sera jamais, quand on est marketeur, on ne devient pas un expert de tous les sujets de développement durable. Par contre, sur les qualités humaines, je ne sais plus comment tu appelles ça, de savoir-être, Héloïse, ça c'est sûr que c'est quand même un truc de longue haleine, donc il faut avoir un peu de persévérance et de patience et ne pas se décourager, et surtout garder toujours cette curiosité, cette ouverture pour aller comprendre les sujets. Mais on ne sera jamais en mesure de maîtriser tous les sujets développement durable. Et encore une fois, il y a des gens dont c'est le boulot et ils savent très bien faire. Donc après, c'est de la communication avec eux et voilà. Et juste, je finirai par l'importance du réseau. Ouais, il nous reste 1 minute. On peut proposer les key takeaways, du coup, les facteurs clés de succès. Clémence. Oui, bah alors voilà, la pertinence, c'est-à-dire vraiment travailler sur le sujet qui est important pour votre entreprise, pour votre marque. Et pour ça, en fait, ça consiste à identifier là où il y a les gros enjeux et là où, du coup, on peut avoir de l'impact. Donc, par exemple, pour ça, il y a des outils, ça s'appelle la matrice de matérialité. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas vous qui allez la faire en tant que chef de produit, chef de marque ou directeur marketing. C'est avec des gens dont c'est le métier d'analyser là où il y a des gros enjeux et du coup, là où on va pouvoir se concentrer et savoir là où on va agir pour avoir un impact
important. Le deuxième, c'est l'ambition. Ben ça veut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas faire un one shot, hein. C'est se dire, ok, moi je sais qu'à un moment je veux que mon modèle il soit transformé pour aller dans telle direction. On va pas le faire du jour au lendemain, on va le faire par étapes, mais par contre il faut quand même avoir une idée claire. Je vais prendre juste l'exemple de Léa Nature, que vous connaissez peut-être, une marque qui fait à la fois de la cosmétique et de l'alimentaire. Cette marque, elle a décidé à un moment de relocaliser toutes les filières bio en France ou en Europe. Voilà, mais ils ne le font pas du jour au lendemain. Il faut avoir juste une ambition importante. Rester humble, l'humilité, c'est hyper important parce que c'est des sujets qui évoluent beaucoup. On ne connaît pas tout. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné aussi par des gens beaucoup plus experts que nous, marketeurs. Et puis, l'ADN, ça va plus intéresser vraiment les marketeurs purs. C'est que si on fait un projet RSE, on va dire, mais qui n'a rien à voir avec l'ADN de sa marque et qu'on fait des copier-coller entre toutes les entreprises, ça n'a pas de... Nous, on a quand même un objectif quand on est au marketing, c'est de renforcer la préférence de sa marque. Donc, il faut que ça soit fait quand même en lien avec son identité de marque pour que ça fasse levier aussi auprès de nos utilisateurs ou de nos consommateurs. Et le dernier point, c'est l'incarnation. Ça a été dit à maintes reprises. Il faut que ça soit incarné, cette fonction-là, et porté par le plus haut niveau, minima par le DG, évidemment, pour que ça soit lui qui puisse donner vraiment l'impulsion à toute l'entreprise et porter le discours aussi à l'externe. Voilà. C'était notre dernier slide. Merci pour votre écoute et votre participation active dans le chat. Merci à tous et à toutes. Donc, on va clôturer ce webinaire d'une heure avec des échanges très passionnants. Merci pour effectivement votre réactivité et tout ce que vous avez pu nous donner comme interaction pendant le webinaire. Et puis, au plaisir de continuer ces échanges. Voilà. Merci à tous et très bonne journée. Merci. Au revoir.